Salut à tous. Puissance, énergie. On entend tout le temps ces mots et souvent on les utilise un peu n'importe comment l'un pour l'autre. Pourtant, ce sont deux choses bien distinctes. Et comprendre la différence, c'est vraiment la clé pour mieux maîtriser sa consommation. Allez, aujourd'hui, on va démêler tout ça ensemble. Voilà la grande question. Puissance contre énergie. La confusion est super fréquente et franchement, c'est normal. Les deux sont liés, c'est vrai, mais les confondre, c'est un peu comme confondre la vitesse et la distance parcourue. On va clarifier ça une bonne fois pour toutes. Et ce qui est intéressant, c'est que la clé du mystère, elle se cache dans un document qu'on connaît tous par cœur, notre facture d'électricité. C'est là que ces idées, qui ont l'air un peu abstraites, deviennent très, très concrètes et touchent directement au portefeuille. Bon, rentrons dans le vif du sujet. Pour ne plus jamais se tromper, il y a une analogie toute simple qui marche à tous les coups. On va voir comment un simple trajet en voiture peut absolument tout éclaircir. Commençons avec la puissance. On la mesure en kilowatts ou kilowatts. Il faut s'imaginer ça comme un débit instantané. C'est la vitesse à laquelle un appareil va pomper de l'énergie à un moment précis. Si on reprend notre voiture, la puissance, c'est la vitesse qui s'affiche sur le compteur là, tout de suite. L'énergie, par contre, c'est la quantité totale qu'on a utilisée sur une certaine durée. On la mesure en kilowattheures, les fameux kWh. C'est le résultat de la puissance utilisée dans le temps. Donc si la puissance, c'est la vitesse, l'énergie, c'est la distance totale qu'on a parcourue à la fin du voyage. Voilà, ce tableau résume parfaitement l'idée. La puissance en kilowatts, c'est la vitesse de la voiture. L'énergie en kilowattheures, c'est la distance totale du trajet. C'est logique, non? Un appareil qui a une puissance de 1 kW et qui fonctionne pendant 1 heure, il va consommer 1 kWh d'énergie. C'est aussi simple que ça. On multiplie la puissance par le temps et hop, on a l'énergie. Ok, super. Maintenant que la distinction est claire, on peut se poser une autre question. Mais au fait, elle vient d'où cette énergie qu'on utilise tous les jours? En gros, il y a deux grandes familles de sources d'énergie. Comme on le voit ici, on a d'un côté les énergies fossiles, charbon, pétrole, gaz naturel. Celles-là, elles viennent de la décomposition de matière organique sur des millions d'années et leurs réserves, elles sont limitées. Et de l'autre côté, on a les énergies renouvelables. Le solaire, l'éolien, l'hydroélectricité, celles-ci viennent de sources naturelles qui sont, à notre échelle, inépuisables. Ces deux images résument très bien la différence. À gauche, on voit qu'on va creuser pour extraire des ressources qui sont en stock, qui sont finies. À droite, on voit qu'on capte une énergie qui arrive en flux continu, que la nature nous offre tous les jours, comme le soleil sur ses panneaux. Et là, on touche à un point vraiment essentiel. C'est que l'énergie, peu importe d'où elle vient, elle obéit à une loi fondamentale. On ne la crée pas à partir de rien, comme par magie, on ne fait que la transformer. Cette citation, elle dit tout. C'est un principe de base de la physique. L'énergie ne se crée pas, elle ne se perd pas, elle se transforme. Ça veut dire qu'une centrale électrique, qu'elle fonctionne au charbon ou au vent, c'est en réalité une immense usine de conversion qui change une forme d'énergie en une autre. Le barrage hydroélectrique, c'est vraiment l'exemple parfait de ce principe de conversion. L'eau qui est stockée en haut du barrage, elle possède une forme d'énergie bien précise qui va subir toute une série de transformations avant d'arriver jusqu'à nos prises électriques. Alors, comment ça marche? Regardons ce schéma. Étape 1, l'eau stockée en hauteur, c'est de l'énergie potentielle. Elle est en réserve, prête à être utilisée. Étape 2, on ouvre les vannes, l'eau s'écoule avec force et son mouvement se transforme en énergie mécanique qui fait tourner une grosse turbine. Et enfin, étape 3, cette turbine entraîne un générateur et bingo, ce mouvement est converti en énergie électrique. Allez, on boucle la boucle et on revient à notre point de départ, la facture d'électricité. Avec tout ce qu'on vient de voir, elle devrait paraître beaucoup moins compliquée à lire et surtout à optimiser. Sur la facture, on retrouve bien nos deux notions. Il y a la partie fixe, l'abonnement. Ça, c'est directement lié à la puissance qu'on a souscrite. C'est comme payer pour le diamètre de son tuyau électrique. Plus le tuyau est gros, plus on peut faire fonctionner d'appareils en même temps, mais plus l'abonnement est cher. Et puis, il y a la partie variable, la consommation. Ça, c'est lié à l'énergie en kilowattheures, c'est-à-dire la quantité totale d'électricité qui a vraiment coulé dans le tuyau pendant le mois. Alors pourquoi c'est si important de piger ça? Eh bien parce que ça permet de savoir exactement où agir pour faire des économies. Si le disjoncteur saute souvent, c'est que la puissance souscrite est trop faible, le tuyau est trop petit, il faut un abonnement supérieur. Par contre, si le disjoncteur ne saute jamais, mais que la facture est très élevée, le problème vient de la consommation d'énergie totale. Il faut donc chercher à réduire l'usage des appareils. On peut vraiment agir sur les deux tableaux. Pour finir, toute cette analyse nous amène à une question un peu plus large. La transition énergétique, c'est une immense histoire de conversion, passer du fossile au renouvelable. Mais au-delà de la technologie,
la conversion la plus essentielle, n'est-ce pas finalement celle de notre propre regard sur l'énergie? Passer d'une ressource qu'on consomme sans réfléchir à une force précieuse qu'on apprend à gérer intelligemment. C'est une piste de réflexion. Merci beaucoup de nous avoir suivis.